Je vais rapidement vous présenter en une dizaine de minutes ce qu'on pense, grosso modo, quel est notre scénario, et on approfondira les obligations et les actions avec les deux Eric. Mais avant de commencer, un petit rituel qu'on fait maintenant depuis 2011, on vous pose la question de savoir sur quelle classe d'actifs vous souhaitez investir en 2019. Cette année, les réponses sont assez intéressantes. Certaines m'ont un peu surprise. Alors sans surprise, les actifs réels arrivent en tête. C'est assez logique puisque les promesses de performance ont été au rendez-vous. Mais c'est un petit peu en baisse par rapport à l'année dernière, ce qui montre que peut-être les quotas ou les poches sont bien remplis désormais. Et puis avec les actifs réels, on évite la volatilité instantanée et des valorisations dans des marchés qui sont beaucoup plus volatiles. En plus forte progression, on note le monétaire. Là, c'est assez intéressant parce que sur le monétaire, on est à peu près sûr de faire une performance négative. Donc ça montre quand même d'une certaine façon que vous êtes plutôt en situation d'attente par certains côtés. Et donc, c'est ce qui explique probablement cette augmentation de la poche monétaire. J'ai noté que vous n'êtes pas complètement dégoûté des actions, tant mieux, parce que nous non plus, avec 17% d'intention en stabilité par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est assez encourageant. Et puis j'ai noté pour finir que vous n'êtes pas non plus dégoûté des performances de la gestion, ce qu'on appelle alternative ou absolue, malgré une année 2018 très difficile pour l'industrie, puisqu'on a regardé avec notre équipe de sélection de fonds, en moyenne sur les 2000 fonds référencés dans cette très grande catégorie, la performance de l'année dernière était de l'ordre de moins 5%. Donc ça, c'est à noter. Et puis petite chose, les emprunts privés, là aussi un appétit intéressant, et on en dira deux mots tout à l'heure. Alors très rapidement, le monde en 2019, on a une forte tentation de le voir en noir, vu l'accumulation de mauvaises nouvelles qu'on a actuellement. Juste un petit rappel de la dynamique des thèmes dominants, et puis qu'est-ce qu'on vous avait dit l'année dernière. Il y a à peu près un an, on était parti avec une vue assez positive dans une dynamique de croissance mondiale synchronisée, illustrée ici par les trois indices que sont la bourse américaine, la bourse chinoise en bleu et la bourse européenne en rouge. Les objectifs qu'on vous avait donnés pour l'année dernière, on les a pratiquement atteints. On les avait atteints à fin janvier. C'est allé très vite. Après, on a eu un petit flash crack, d'ailleurs, qu'on avait plus ou moins subodoré. Les marchés ont ensuite remonté progressivement. Et nous, à partir du mois de mai, on a conseillé à nos investisseurs de redevenir plus prudents et de réduire les allocations actions. Et c'est vrai qu'à partir du mois de mai, on a eu cette histoire de guerre commerciale qui s'est intensifiée, les élections en Italie. Bref, les États-Unis se sont déconnectés du reste du monde, et durant l'été, la bourse américaine a battu des records avec toutes les GAFA qui ont battu les 1000 milliards de dollars de capi. Et puis depuis ça c'était l'été, et puis depuis le mois de septembre, on est dans une nouvelle logique, une logique de ralentissement mondial synchronisé. On est là-dedans, les marchés ont perdu à peu près 20% depuis leur plus haut, et lors de notre dernier comité du mois de décembre, on est repassé positif sur les marchés actions. Alors aujourd'hui, le monde est très anxiogène. Je ne vais pas tout décrire les raisons, on en a évoqué beaucoup aujourd'hui. Mais il y a aussi des éléments positifs. Premièrement, c'est que les taux, du coup, sont assez bas. Et le pétrole aussi est bas. Et on a rarement vu une récession profonde des économies quand les taux et le pétrole étaient bas. Ça, c'est le côté positif. Le deuxième côté positif, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bulle de valorisation sur toutes les classes d'actifs, et notamment les actions. Alors, la grande question à 100 000 $, c'est l'économie, et surtout l'économie aux États-Unis et en Chine. Parce qu'en Europe, malheureusement, pour ce qui est de l'économie européenne, on est rarement surpris en bien, comme diraient les Suisses, et on ralentit assez fortement. On est loin des 2% maintenant qu'on avait évoqués. On sera probablement autour de 1,5%. Aux États-Unis, nous, notre scénario, c'est justement que Donald Trump fera très attention à l'économie et qu'on restera sur un espèce de palier maintenant autour de 2,5%. Donc ça, c'est plutôt relativement rassurant, et c'est notre scénario. Alors, la grande question, c'est la Chine. Le maître mot en Chine, c'est deleveraging. Quand on est allé en Chine il y a à peu près un an, tout le monde parlait de deleveraging. On aurait mieux fait d'écouter un peu plus, parce que c'est la grande question. Et alors là, aujourd'hui, les estimations, c'est 6,2 de croissance en Chine, mais il se peut que ça ralentisse beaucoup plus que prévu. C'est ça la grande question.
Les émergents sont, eux, plutôt en phase de reprise après un trou d'air qu'on avait vu en 2017. Et là, ça paraît, de ce point de vue-là, assez fiable aussi. Ce qui nous donnerait au final, à notre avis, une croissance mondiale entre 3 et 3,5%, ce qui est beaucoup moins que ce qu'on avait anticipé, mais qui est loin d'être un scénario de trop récessif. L'Europe, on en a beaucoup parlé, ce sera probablement une source de volatilité cette année, avec la question de la France et éventuellement du spread France-Allemagne, on verra. Nous, on ne croit pas que l'euro va mourir, mais il y aura beaucoup de volatilité cette année, avec notamment le changement de gouvernance au sein de la BCE. Et les marchés, vous savez, ont beaucoup aimé Mario Draghi. Le Brexit, on en a parlé, source de volatilité donc énorme en Europe probablement. Donc l'avantage de ce ralentissement économique, si on peut dire, c'est que du coup les taux vont pas trop monter. Et on a bien compris que Jérôme Powell, il l'a redit il n'y a pas longtemps, serait très pragmatique. En Europe, pas de surprise vu la conjoncture économique, les taux monétaires resteront très, très bas et négatifs pendant la plus grande partie de l'année, ce qui là aussi freine naturellement la hausse des taux. Alors là, j'ai oublié de dire aussi que l'année dernière, on avait donné comme objectif sur le Bund la zone de 0,70 à 1%. Et en fait, on les avait atteints en janvier il y a un an. Mais depuis, évidemment, il s'est passé une dynamique différente que j'ai décrite. On retrouve en revanche, du coup, du potentiel sur le crédit, que ce soit investment grade high yield ou sur la dette émergente. Là aussi, ça fera l'objet de notre discussion. Sur les actions, l'avantage, là aussi, de l'année dernière, c'est que du coup, les marchés actions ont baissé alors que les bénéfices ont monté. C'est le cas aux États-Unis où les bénéfices ont monté de 20% et la bourse a perdu à peu près 2-3%. Donc du coup, la valorisation du marché américain a énormément baissé. Et donc le PER de l'indice SP500, qu'on pouvait considérer comme un peu surévalué, est maintenant autour de 15 et vraiment dans les normes historiques. C'est la même chose en Europe, c'est encore moins cher, alors c'est pas tout à fait la même composition des indices, il y a moins de technologie, moins de valeurs GAFA, mais on a un PER autour de 12 qui est tout à fait historiquement plutôt assez bas, avec des dividendes très intéressants autour de 4%, donc si on les compare au taux d'intérêt, c'est très, très intéressant. Un petit coup d'œil sur les monnaies non financières. L'année dernière, je vous avais montré le Bitcoin, c'était la star de 2017, et je vous avais dit, après avoir étudié la configuration technique, parce que je ne suis pas capable de vous donner un avis fondamental sur le Bitcoin, même si le dessin laisse à supposer quelque chose, on avait dit le Bitcoin va baisser. On aurait mieux fait là aussi d'écouter plus en tant que révélateur de la psychologie des marchés. On avait dit qu'il pourrait aller jusqu'à 8000, bon alors il est allé, là il est à 4000. Et là ce qu'on dit, cette fois-ci, en regardant juste la configuration technique, c'est que si on passe les 4200 à la hausse, eh ben on retrouverait une configuration très positive. Bon alors ça veut dire qu'il faudrait qu'ils prennent 15%, mais pour le Bitcoin, 15%, c'est pas grand-chose. On avait été positif sur l'or. Bon, on n'a pas fait grand-chose sur l'or, sauf que là, on est en train de former une espèce de rounding bottom, une configuration technique assez intéressante. Il y a plein de raisons pour lesquelles l'or pourrait monter. Je vous invite à lire les nombreuses publications qu'on fait sur ce sujet, parce que là aussi, on a des spécialistes. Et donc, c'est je dirais une recommandation d'avoir un peu d'or dans les portefeuilles aujourd'hui, qu'on réitère. En synthèse, on a un scénario plutôt constructif, bien que l'environnement soit extrêmement anxiogène. On est plutôt, à notre avis, dans un ralentissement cyclique plutôt qu'à l'aube d'une vraie récession, avec donc des conséquences assez positives qu'on va décrire plus précisément sur les classes d'actifs traditionnelles. Par rapport à ce scénario, quels sont les risques? Le risque principal, c'est si on se trompe complètement sur la macro, si on n'a pas un ralentissement mais un hard landing, auquel cas ça change tout, c'est un peu binaire. Et la clé, c'est probablement la Chine. Si la Chine aujourd'hui est à 3% de croissance, c'est vraiment loin de ce qu'on imagine. Et là, ça aura des conséquences naturelles sur le prix des matières premières, et donc ça a des conséquences naturelles sur les autres marchés émergents, et avec un enchaînement négatif qu'on peut facilement imaginer. Donc ça, c'est la clé, c'est ce qu'il va falloir surveiller pour les prochaines semaines.
Deuxième scénario de risque, c'est l'Europe, mais bon, c'est quand même une construction politique, donc il y aura de la volatilité, mais nous on ne croit pas, contrairement à ce que disent les Américains quelquefois quand on va les voir, ou les Chinois, qui comprennent rien à la construction européenne et qui anticipent une dislocation de l'euro, qui est une monnaie qui n'est pas logique par certains côtés. On y croit moyen. Et un crack technique, encore une fois, et ça c'est possible, un crack technique, notamment sur le segment des crédits ETF. Parce que si on a un ralentissement, ben on va avoir des dégradations des notations sur les émetteurs qui sont dans des ETF, et techniquement les ETF doivent les sortir, ces notations, parce qu'ils ont des règles. Et du coup, on sait bien que le marché du crédit n'est pas forcément liquide, notamment sur le high yield, et donc ça peut se répercuter par effet d'enchaînement sur les actifs risqués les plus liquides, c'est-à-dire les actions. Ça, c'est tout à fait possible. Si ça arrive, ce sera peut-être bref, un peu comme l'année dernière, mais ça mettra un petit peu d'agitation et de panique. Donc ça, c'est possible. Bon, voilà les trois principaux scénarios de risque, mais le principal, c'est évidemment le premier. Et pour finir schématiquement sur ce qu'on pense des différentes classes d'actifs qu'on a classées en deux dimensions, la qualité ou la liquidité, et puis la valorisation ou la cherté. Alors quand c'est rouge, bah, c'est ce qu'on trouve plutôt cher, et quand c'est vert, c'est plutôt pas cher. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve pas trop chères aujourd'hui. C'est logique, parce que comme il y a beaucoup d'angoisse, bah, du coup tout le monde a un peu vendu tous ses actifs. Ce qu'on aime bien, bah, vous voyez, c'est les actions, on trouve pas trop cher, particulièrement européennes, et puis certains segments sur le crédit.